Cameroun Delight, le coin du droit. Je reçois à l'instant Maître Isabelle Carès-Lobet, avocate au barreau du Cameroun. Bonjour Maître. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'enquête préliminaire et de garde à vue. Alors, première question, c'est quoi une enquête préliminaire et quelles sont les personnes habilitées à mener cette enquête? Bonjour téléspectateurs. Je voudrais déjà rappeler que nous sommes dans le cadre de l'Alliance internationale des femmes avocates. Donc, tout le jour, chaque mardi, nous passons pour sensibiliser la population sur les droits et obligations. Et nous combattons également les violences faites aux enfants. En effet, l'enquête préliminaire, c'est la toute première phase en matière pénale. Généralement, lorsqu'on a pas assez d'indices pour constituer un dossier, nous enclenchons la procédure par une plainte ou une dénonciation et les personnes habilitées pour enquêter sont les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire. Quelles sont les formalités à remplir par les officiers de police judiciaire dès l'ouverture d'une enquête? Alors, les formalités qu'ils doivent remplir lorsqu'ils sont face à un suspect, déjà, c'est de citer les différents droits du suspect, soit de garder le silence ou encore de solliciter l'assistance d'un conseil, un avocat, précisément. Autre question, que prévoit la loi à la clôture d'une enquête préliminaire? Lorsque l'officier de police judiciaire estime qu'il a clôturé son enquête, lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a pas assez d'éléments pour mettre en charge le suspect, il doit laisser en liberté ce suspect-là. Mais si, après enquête, il y a assez d'indices graves et concordants, il peut soit le garder à vue ou encore, si ce suspect n'a pas un domicile fixe, parce que généralement la garde à vue se fait lorsqu'on n'a pas une résidence fixe, ou encore solliciter les réquisitions du ministère public pour la suite de la procédure. Maître Lobet, à quel moment intervient donc la garde à vue? La garde à vue, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lorsqu'il y a assez d'éléments graves et que l'officier de police judiciaire, qui a peut-être peur que le suspect prenne fuite, sollicite de lui garder le temps de finir la procédure d'enquête préliminaire. Et dans quel cas une personne peut faire l'objet d'une garde à vue au vu de ce que vous venez de dire? Généralement, ça se passe lorsque déjà on n'a pas une résidence connue, si on n'a pas de garant ou on ne peut verser une caution selon l'emploi ou nos revenus. C'est ce qui prévoit la loi dans son article 246G du Code de procédure pénale qui a été promulgué en 2005. Donc si dans ces circonstances-là, le suspect ne peut produire de caution ou de garant, l'officier de police judiciaire est donc habilité à le garder à vue. La garde à vue est strictement encadrée par la loi. Quels sont les délais prévus, maître? Les délais sont de 2 jours à 8 maxi, 48 heures à 192 heures. Et généralement, les 48 heures sont renouvelables une seule fois. Les autres jours qui sont ajoutés, on a besoin de l'autorisation expresse du procureur de la République. Au cas contraire, nous sommes en violation des droits du suspect. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites, vous, avocate, par exemple? Bon, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à saisir le procureur de la République pour l'exposer les faits. Quelles sont les exigences qui entourent la mesure de garde à vue? Bon, les exigences sont assez nombreuses. Déjà, on ne peut garder à vue un suspect les jours non ouvrables, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche, et les jours fériés. Mais il peut arriver qu'on l'a gardé à vue un vendredi. Alors, la garde à vue peut se proroger jusqu'à lundi. Et encore, ça peut arriver que la garde à vue intervient après, à la veille d'un jour férié. Mais tout cela est toujours encadré et il faudrait que le suspect n'ait pas un domicile connu. Et on a toujours besoin de requérir aux instructions du procureur de la République. Pourquoi dit-on souvent qu'il n'est pas bon de se retrouver en garde à vue un vendredi, par exemple? Bon, parce que, comme on le sait très bien, généralement, on va passer tout le week-end là-bas. Et personne ne mérite être gardé à vue parce que nous connaissons exactement comment sont gardées nos cellules et autres. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, quels sont les droits d'un suspect gardé à vue? Parce qu'on devine qu'il a des droits. Oui, effectivement. Alors,
Les droits du suspect, déjà de un, c'est qu'il a droit aux aliments. Il a droit aux aliments, il a droit à être traité matériellement et moralement. Donc pas de torture. Oui. Il a droit aux visites de son avocat, d'un membre de sa famille ou toute autre personne qui est responsable du suivi de sa garde à vue. Donc quand on dit qu'il a droit aux aliments, c'est la famille qui apporte ou bien sur place on devrait pouvoir lui donner de quoi manger? Bon, généralement c'est la famille qui apporte parce que compte tenu de la situation de notre pays, c'est pas toujours évident. Et je voudrais aussi préciser que le suspect a droit à connaître tous ses droits, c'est-à-dire soit garder le silence, soit avoir un conseil. On voit souvent ça dans les films américains, vous avez le droit de garder le silence. Est-ce que ça se fait chez nous comme ça? On leur rappelle ça tout le temps? Ou bien on oublie un peu? Bon, c'est vrai que lorsqu'on vous auditionne déjà, c'est mentionné dans le procès verbal. Mais généralement, ce n'est pas expressément dit. C'est pas possible. Ce n'est pas une obligation? C'est une obligation pourtant. Mais si vous n'êtes pas assisté d'un conseil, on ne vous dira pas. Et si vous n'avez pas pris la peine de bien lire le procès verbal, vous ne saurez pas. Oui. Maître Lobet, quelles sont les sanctions en cas de violation du droit d'un gardé à vue? Toujours, nous fonctionnons avec le code pénal et nous avons plusieurs infractions qui sont mises en place pour contrecarrer les violations des droits du suspect. Il y a la torture que nous retrouvons dans l'article 277, alinéa 3 du code pénal. Et nous avons l'article 291 également qui parle d'arrestation et de séquestration. Donc généralement, lorsque un officier de police judiciaire n'a pas respecté les droits du suspect, il peut être poursuivi au niveau des juridictions judiciaires ou encore avoir des sanctions disciplinaires. Maître Lobet, quand vous êtes arrivé ici ce matin, après que j'ai annoncé le thème, l'enquête préliminaire et la garde à vue, vous avez tenu à préciser que vous faites partie d'une alliance de femmes avocates qui s'occupent de la promotion du droit et de la défense des droits des enfants. Je n'ai pas vu entre les lignes la défense des droits des femmes. Pourquoi? Bon, c'est vrai qu'il y en a déjà tellement d'organismes, mais ça n'empêche. Si une femme est en danger, nous allons réagir. Quand nous disons enfants, c'est parce que nous avons l'impression que les enfants ne sont pas assez protégés. Ils subissent des violences dans des domiciles, dans des écoles, les attouchements et autres, les viols, parfois même les trafics d'organes. Donc nous intervenons à tout moment. Si nous sommes au courant d'une situation, nous allons agir. Et durant l'année, nous avons eu à intervenir pour sensibiliser déjà les enfants dans les milieux scolaires et autres. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cas de violence contre les enfants dans les écoles en ce moment. En effet, il y a des enfants qui subissent même à la maison et quand ils vont à l'école, ils ne peuvent s'exprimer. D'ailleurs, même ils se disent que personne n'est là pour les écouter. Donc nous allons les sensibiliser. On les dit qu'ils peuvent parler, ils doivent parler lorsqu'ils sont maltraités ou ils subissent des préjudices. Il faudrait toujours qu'ils en parlent. Maître Lobet, merci beaucoup d'être venu à l'émission ce matin. Merci pour tous les éclairages que vous nous apportez, que vous apportez à nos téléspectateurs. C'était donc le point du droit de ce mardi. Merci.